A garanti des conditions sécuritaires sereines pour prévenir contre les risques de dérapage susceptibles de mettre en cause cet agenda économique qui en fait est vraiment la seule bataille qui mérite d'être menée. Ce acte symbolique du groupe des ambassadeurs après un an de service du Premier ministre vise à mettre de nouvelles bases d'une Afrique débarrassée de violence, de terrorisme et de la migration clandestine en vue de renforcer le panafricanisme. Aujourd'hui, l'engagement des dirigeants africains est clair. C'est celui d'œuvrer dans le sens du développement du continent pour le bonheur de tous. C'est officiel, les dés sont jetés pour le démarrage des travaux de la commission interministérielle de suivi des recommandations de la conférence diplomatique. L'occasion pour le ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger de partager les priorités du gouvernement avec les experts chargés des travaux. Écoutons Mamadi Touré au micro de nos reporters. D'abord, la question d'amélioration des conditions de vie et de travail du personnel diplomatique. Il s'agira donc de revoir non seulement les salaires et les primes, mais aussi le budget de fonctionnement de chaque ambassade. Une autre priorité, c'est la carrière diplomatique. Et nous mettons un accent particulier aussi sur cette question. Il faut une mise en œuvre effective de la carrière diplomatique pour mettre fin à la sédentarisation, non seulement dans les ambassades, même ici aussi, à la centrale. Il faut que les diplomates bougent, mais que ceci se fasse suivant un plan de carrière. La troisième priorité, c'est l'opérationnalisation du centre de formation et de perfectionnement diplomatique. Et le quatrième, c'est le protocole. Et je souhaiterais que vous vous atteliez très très rapidement à cela, et pour qu'on ait des plans de réforme réalistes et qui permettront donc d'adapter nos diplomaties aux enjeux du monde contemporain. Pêche et aquaculture, l'Union européenne allège ses sanctions contre la Guinée. En attendant la conclusion finale de la mission d'inspection effectuée en mai dernier, certains professionnels de la pêche sont autorisés à exporter leurs produits vers l'Europe. C'est ce qui ressort de la mission du ministre des Pêches au siège de la Commission de l'Union européenne à Bruxelles. L'autre temps fort de cette édition pour donner un nouvel élan à la recherche et à l'innovation agricole. Le président de la République, professeur Alpha Condé, a noué depuis 6 ans une coopération entre la Guinée et la région de la Bretagne en France. Ces opportunités d'investissement agricole et d'accès au marché sont explorées par la ministre de l'Agriculture, Mariam Camara. C'était lors du Forum de Bretagne Commerce International. Suivez le reportage de Fodé Camara. La Bretagne, une région à haute vocation agro-pastorale en Europe. Ce grenier de l'Hexagone a ouvert depuis novembre 2013 un nouvel axe de coopération avec la Guinée. Pour redynamiser ce partenariat, la Guinée participe à Brest au forum pluriel dénommé la Journée des entrepreneurs bretons qui osent le monde. Autour de l'idéal d'investir en agriculture pour valoriser l'immense potentiel de la Guinée, une dizaine d'entreprises et de hauts responsables français échangent avec l'émissaire du président de la République. Autre enjeu, trouver des débouchés en Bretagne pour les fruits et légumes guinéens et autres produits à haute valeur ajoutée. En France, ces échanges ont permis de conscientiser l'opinion internationale sur les enjeux liés à la préservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Des questions défendues par le président Alpha Condé, chef de file de l'initiative africaine pour des énergies renouvelables. Validation à Conakry de l'étude de compétitivité de la filière cacao. Elle est fruit d'une longue concertation entre les acteurs évoluant dans le secteur. Ce document va servir de bréviaire pour améliorer les capacités managériales des producteurs et booster également la production locale. Valérie Diallo fait le point. En Guinée, la filière cacao constitue un précieux outil de développement. Mais le niveau de production sur le marché mondial est en deçà des potentialités dont dispose le pays.
avec une production annuelle estimée à 10 000 tonnes, dont 8 700 exportables. Et cette rencontre de Conakry est le couronnement d'un long processus pour améliorer la compétitivité de la filière cacao en Guinée. C'est pour inverser cette tendance que le gouvernement de la République de Guinée, sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence, professeur Alpha Condé, manifeste un intérêt majeur pour la filière dont le développement est inscrit en cohérence avec les initiatives présidentielles parmi les priorités dans la stratégie nationale des exportations du pays. Dans le souci d'obtenir des performances de la filière, de nombreuses actions ont été entreprises par les partenaires pour accompagner les producteurs et promouvoir le cacao guinéen sur le plan national et sous-régional. Aujourd'hui, nous sommes réunis dans le cadre du programme du Fonds d'affectation spéciale des Pays-Bas. Ce programme mis en œuvre par l'ITC et le Centre pour la promotion des importations des Pays-Bas. Ce programme vise donc à renforcer la compétitivité des producteurs et des exportateurs dans la filière cacao en Sierra Leone, au Libéria et en Guinée. Depuis 2016, la filière figure dans les plans d'orientation ou relance présentés par les différents ministres. Et au ministère du Commerce, elle pourrait être une grande pourvoyeuse de devises et un outil de lutte contre la pauvreté et le chômage. La portée de cette rencontre est très importante, car il s'agit de valider un document qui va servir de repère pour relever les multiples défis et contraintes auxquelles font face les acteurs de cette filière qui avaient été laissés pour compte, mais qui, s'il est relancé, peut aider à améliorer substantiellement les revenus des acteurs intervenant sous les différents maillons de la chaîne de valeur et contribuer à renforcer les caisses de l'État en devises et conforter la balance commerciale de la Guinée grâce à une exportation réussie. Ce document, une fois validé, pourrait servir de gouvernail pour construire des bases solides sur lesquelles reposera le programme NTF4 pour accroître la compétitivité de la filière cacao tout en lui offrant de nouvelles opportunités sur des marchés potentiels. Dans l'actualité encore, démarrage de la correction des épreuves des examens de sortie dans les écoles professionnelles. Plus de 800 correcteurs sont mobilisés. Le travail prendra fin dans une semaine. Le ministre en charge de l'enseignement technique insiste sur la rigueur. Moussa Komara. Le regard fixé sur des copies, bic rouge en main, il passe en revue le travail des candidats de l'enseignement technique dans 106 filières. Ces correcteurs sont venus des écoles techniques publiques et privées du pays. Tous s'inspirent d'un corrigé type de sujet validé au tableau. Ça se passe bien dans l'ensemble. D'abord, l'ensemble des correcteurs ont répondu présent. Hier, la journée a été consacrée au corrigé type. On a fini les corrigés types et aujourd'hui, on a commencé la correction des copies. Mais pour l'instant, tout se passe très bien. Le travail est complexe et minutieux. Plus de 800 correcteurs participent cette année à l'opération. 76 commissions sont constituées. Par jour, près de 200 copies sont corrigées par correcteur. Nous avons partagé certaines commissions, c'est-à-dire si vous prenez certaines sous-commissions, si vous prenez la commission de santé, nous avons mis les infirmiers et les sages-femmes à part, nous avons mis le laboratoire et la santé publique à part, et si vous prenez les publics, les 56 options, nous avons reparti en BEP et en BTS, donc eux ils ont près de 15 options, 15 sous-commissions dans la grande commission des écoles privées. Donc cette année nous avons vraiment décentralisé les sous-commissions pour qu'on voit clair sur la correction des copies. Le défi pour les autorités du département des tutelles, former les produits de qualité capables de répondre aux besoins du marché de l'emploi. Ce matin, le ministre des tutelles est venu se rassurer du bon déroulement de cette phase décisive des examens. Ce que vous allez faire aujourd'hui est d'une importance capitale pour notre pays. Parce que vous allez évaluer des enseignants. C'est pourquoi nous vous invitons à la rigueur. Il ne faut pas mettre sur le marché des médiocres. Si vous mettez des médiocres, donc tout le système éducatif sera médiocre. Donc nous vous invitons encore une fois à la rigueur dans la correction. On ne dit pas la méchanceté dans la correction,
mais la rigueur dans la correction. Après les corrections cette semaine, la saisie et le calcul des notes interviendront ensuite. Les résultats sont attendus dans 2 semaines, selon le chef service examen et concours. Dans l'actualité encore, Kerewane, la cité forteresse de l'empereur de Ouassolo, se prononce publiquement sur l'adoption d'une nouvelle constitution. C'était au cours d'un meeting organisé par le comité de développement de la localité. La ville a exprimé son soutien au principe d'un changement constitutionnel. Voici le reportage signé de Tabassila. La ville de Kerewane est à 145 km de Kankan, la capitale de la Haute-Guinée. Ici, le débat sur le principe d'une nouvelle constitution a presque pris fin. Les acteurs du changement sont plus nombreux à exprimer leurs convictions. Cela se passe dans une ambiance de fête sur fond de rappel des mérites de la présidence Alpha Condé. Les forces sociales de Kerewane sont déterminées, s'il le faut, à se rendre au référendum ou aux élections pour soutenir leur idéal politique. Vous avez constaté, des hommes et des femmes se sont mobilisés pour dire à Monsieur le Président de la République que Kerewane a été toujours avec lui, Kerewane est avec lui et Kerewane sera toujours avec lui. Ce jour d'expression populaire dans la liesse, les 7 sous-préfectures de Kerewane témoignent des réalisations d'infrastructures de base. Mais ces collectivités rurales espèrent encore plus. Il s'agit notamment du bitumage de la voirie urbaine et de la route nationale Kankan-Kerewane, encore un calvaire pour les usagers. Ce que nous demandons au président aujourd'hui, de venir en aide de Kerewane. Aujourd'hui, toutes les préfectures ont bénéficié des goudrons dans les communes urbaines. Vous voyez, nous sommes à ses côtés. Quand il regarde, il nous verra derrière lui. Les populations de Kerewane, par ma voix, saluer et remercier ce président pour les acquis qui ont résulté de la célébration de la fête de l'indépendance nationale en 2018, qui ont véritablement changé la physionomie de la préfecture de Kerewane. À Kerewane, l'Agence nationale de financement des collectivités, ANAFIC, a investi près de 8 milliards de francs guinéens dans la réalisation de micro-projets en faveur de la population. Et l'appel d'offres récemment lancé par le chef de l'État pour les lots 1 et 2 du minerai de fer le plus riche au monde, encore non exploité sur le mont Simandou, apporte un grand ballon d'oxygène à cette ville, dont la jeunesse piaffe de changement de cadre de vie. L'attente de cette assurance a été longue. Aujourd'hui, elle semble à portée de main. Nous restons dans la savane guinéenne. L'appel de la jeunesse de Kankan est tombé dans de bonnes oreilles. La société de gestion de EDG annonce l'envoi des groupes électrogènes supplémentaires pour améliorer la desserte. Sur ce plateau, nous recevons en direct le chef du département communication. Monsieur Nabi Kamara, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Quelle est la situation qui prévaut actuellement à Kankan? La situation actuelle de Kankan est préoccupante. Oui. C'est vrai, on a un groupe dans la centrale qui est arrêté, qui est à l'arrêt, et ça fait que la desserte s'est beaucoup dégradée. C'est ça la réalité. Oui, mais concrètement, quelles sont les dispositions prises pour améliorer la desserte? Concrètement, avec l'impulsion déjà, parce que c'est une volonté du président de la République et aussi de notre ministre de tutelle, Cheikh Talibé Silla, l'administration des DG a décidé de mettre les grands moyens. Déjà en envoyant, en mobilisant dès aujourd'hui 3 groupes électrogènes respectivement de 550 kVA, 750 et 800 kVA qui ont été embarqués. En plus de cela, on a rajouté dans le conteneur, dans le camion qui a bougé aujourd'hui, un transformateur élévateur qui sera installé directement pour ajuster pendant que la centrale, on essaiera de la réparer. Les autres groupes fonctionneront directement pour servir au mieux la ville de Kankan. C'est une très bonne nouvelle, mais à quand la mise en réseau de ces centrales? Ça se fera dans les plus brefs délais. Là, le camion a pris la route aujourd'hui. Dès qu'on est sorti de la réunion, EDG s'est mobilisé fortement pour cela. Et je tiens à vous dire que, en attendant l'opérationnalisation de tous ces groupes électrogènes, et au nom du ministre Cheikh Talibé Silla et aussi de l'administration générale d'EDG, nous appelons vraiment la population de Nabaya à l'accalmie, à l'apaisement. Car EDG est une entreprise citoyenne qui est là pour servir la population. Et nous mobiliserons tous les moyens nécessaires
pour que la desserte revienne dans les meilleurs délais possibles. Je pense que le calme est revenu à Cancan. C'est un appel qui va tomber dans de bonnes oreilles. Merci, M. Camara. Poursuite de la campagne nationale de reboisement. L'opération touche les têtes de source des cours d'eau et forêts périurbaines. Près de 300 hectares de zones dégradées seront restaurées à Kindia et à Cancan. Et à Mamou précisément, cette campagne initiée par le département de l'environnement est menée conjointement avec le ministère de la Jeunesse. Mamadou Alpha Baldi, reportage. Sur les hauteurs des massifs du Fouta à Mamou, le district de Petelengue dans la commune rurale de Tolo. C'est ici que tout commence pour les fleuves Konkouré et Bafing, une zone d'importance écologique majeure. Pourtant, ici, comme dans plusieurs zones du pays, les forêts reculent. Pour sauver le site, Mamou lance sa campagne de reboisement à Tolo. Pour 2019, 110 hectares de zones dégradées seront restaurés dans la région. Mamou a deux cours d'eau importants qui prennent leur source à Mamou, dont le fleuve Sénégal et le fleuve Konkouré. Maintenant, pour ce qui est du fleuve Sénégal, vous avez vu, nous avons dit dans le discours que nous avons au moins les importantes, ça compte 18 forêts classées. Dans les 18 forêts classées, ça fait 55 011 hectares. Mais les deux bassins, les deux fleuves ont beaucoup d'affluents. Et ça fait même un fleuve transfrontalier vers la Kaba. Ensuite, il y a le fleuve national Konkouré qui prend une dimension nationale et le fleuve de Bafing qui prend une dimension nationale et internationale. Avant la ville Carrefour, c'est la cité des agrumes qui a reçu la mission verte. Kindia est la région la plus proche de Conakry. Cette position fait d'elle une victime de premier rang dans la déforestation et l'urbanisation anarchique qui touche les forêts glacées. Chaque année, plus de 10 millions de tonnes de bois sortent de la région selon la Direction régionale des eaux et forêts. Pour limiter le recul inquiétant du couvert végétal et tenter de sécuriser les forêts urbaines et périurbaines, la campagne de reboisement est lancée dans le Kenya. 519 000 plants seront mis en terre par les services techniques et ONG partenaires. Ici, le choix porte sur la forêt de Koukou, dont la superficie est aujourd'hui fortement réduite. Le plateau de Koukou, que tous les natifs connaissent, la Pomeraie, est complètement dégradé et puis le plateau fait l'objet de la pression urbaine. Les constructions sont tout à fait très proches maintenant. Et sur 42 hectares, nous n'avons pas plus de 20 hectares maintenant. Donc voilà un peu ce terrain qui est aussi très dégradé, très menacé. Et c'est pourquoi il faut essayer de sauver cette forêt périurbaine de Kindia. Aujourd'hui, le doublement des 1650 hectares prévus au niveau national est annoncé. Il ne s'agit pas de planter, il s'agit de les entretenir. C'est extrêmement important et c'est pour cette raison donc que nous avons mis sur pied, n'est-ce pas, des primes. Et ces primes-là concernent la première préfecture qui va remporter le premier prix et pour un montant de 100 millions et la deuxième préfecture pour 50 millions. C'est pour vous dire qu'il y aura un suivi permanent de l'autorité. Cette année, la lutte contre la disparition des espaces verts prend une nouvelle dimension. Avec plus de 16 milliards de francs guinéens engagés pour le reboisement, le succès de l'investissement dépendra fortement de la sécurisation des sites reboisés. À Conakry, les pluies diluviennes provoquent des inondations dans certains endroits de la ville. Les quartiers de Lambagné et Kobaya sont les plus touchés. Le constat de nos reporters révèle de nombreux dégâts dans les foyers. Fatmata Batouli Diallo, Bernard Condinou. Toute la nuit, elles se sont battues contre les eaux de ruissellement. La forte précipitation de la pluie enregistrée hier a causé ici des inondations importantes. Pour évacuer l'eau des maisons, des instruments de fortune comme les calebasses et les seaux sont utilisés. Les habitants de Lambagny ne sont pas surpris. Ces 3 dernières années, les constructions anarchiques dans les bas-fonds sont la cause de leur malheur. Depuis 22 heures, les gens n'ont pas fermé les yeux ici parce qu'il pleut et l'eau rentre n'importe comment, même par les fenêtres. Ça jaillit même sous les carreaux, tout et tout. Et vraiment, c'est grave parce que pour l'instant, il n'y a que des pertes matérielles. Mais qui sait s'il y aura aussi des pertes en vies humaines? Parce que des fois, les gens sont coincés dans leur maison. Ils sont obligés d'appeler pour qu'on vienne les sortir de là. À Kobaya, cette famille a failli être submergée par les eaux. Elle a eu son salut
par ces trous précipitamment percés pour évacuer le trop-plein d'eau dans la concession. Ce matin, l'intervention des pouvoirs publics est sollicitée par tous dans ces domaines qui ressemblent à des cul-de-sac. Quand je suis sorti, j'ai ouvert la porte pour voir ce qui se passe. C'est en ce moment, la poussée de l'eau a eu raison du portail et le portail a cédé. Tout de suite, j'ai vu la petite voiture là entraînée sur plusieurs mètres par l'eau jusqu'à le coincer au mur que vous voyez derrière. C'est ainsi que je suis vite remonté pour appeler mon épouse et les autres pour dire de quitter la maison pour ne pas que la maison tombe sur nous. Les quartiers Lambani et Kobaya dans la commune de Ratoma sont des zones marécageuses, souvent remblayées dans le désordre par des particuliers. Ici, les constructions et les occupations deviennent de plus en plus importantes. Selon certains experts, les prochaines pluies risquent encore de provoquer d'autres dégâts si des ouvertures ne sont pas faites maintenant pour l'évacuation des eaux de ruissellement. Attention, le chiffre fait froid au dos. Près de 600 cas de viol enregistrés à Conakry en 3 mois seulement. La plupart des victimes sont des mineurs, les présumés auteurs des adultes. La situation est préoccupante. La responsabilité parentale est pointée du doigt. Le ministère de l'Action sociale et ses partenaires s'élèvent contre ce phénomène. Des sanctions sévères sont envisagées. Suivez ce grand format réalisé par notre reporter Alpha Issiagaba. Dans certains centres urbains du pays, les dénonciations des cas de viol sont devenues monnaie courante. Les unes aussi bouleversantes que les autres. Très souvent, ces dénonciations portent sur des proches des victimes. Agbessia, un maître coranique, est accusé du viol d'une de ses élèves de 15 ans. À Koloma Marché, 3 sœurs sont violées par un cousin chauffeur. 2 de mes filles ont été violées par leur cousin. Je suis sans mots, je me remets à Dieu. Dans toutes les enquêtes qu'on mène concernant le viol, c'est que ça a prouvé que la personne qui viole, soit c'est un petit cousin, c'est un neveu, c'est une personne proche de la famille. La lutte aujourd'hui, c'est à ce que la honte change de camp. Il faut que la personne qui viole, c'est elle qui doit avoir honte, c'est pas la personne violée. Entre les mois août et octobre 2018, 552 cas de viol ont été enregistrés à Conakry. L'enquête a été menée par la coalition des femmes et filles de Guinée, COFIG. 1200 femmes ont sillonné plus de 6000 ménages pour recueillir ces données dans les 143 quartiers de la capitale. On sillonnait les quartiers, les salons de coiffure, les pêches, les coins de pêche là, les boutiques. On allait et on sensibilisait les hommes, les femmes, les jeunes filles, les garçons. Donc c'est cette activité de mobilisation-là qui a donné comme résultat les 552 cas de viol en 3 mois. Donc dès maintenant, si on ne se lève pas, dès maintenant, si l'autorité, tout le monde, tous les acteurs ne s'impliquent pas dans cette lutte, là, on verra d'ici plus de quelques années, toutes nos jeunes filles qui seront demain l'avenir du pays seront toutes violées. À l'Office de protection du genre, de l'enfance et des mœurs au Progem, 2 à 3 cas de viol sont déclarés chaque jour. La plupart des victimes sont des mineurs. Leur âge varie de 3 mois à 18 ans. Les présumés accusés, eux, sont presque tous des adultes. Ici, tous les cas de viol sont confirmés par un médecin légiste avant leur défèrement à la justice. Quand la victime vient chez nous, nous ne prenons même pas les déclarations, nous la référons à la médecine légale, un document qu'on délivre, qu'on appelle de par la loi, la réquisition à médecin, pour avoir le résultat délivré par le médecin légiste. Et c'est le médecin légiste seul qui est habilité à le faire. C'est-à-dire le médecin va déterminer la gravité de la blessure reçue par la victime. Et quand cette étape termine, la victime revient chez nous avec le résultat dans l'enveloppe. S'il est une enveloppe fermée, c'est à l'OPJ d'ouvrir l'enveloppe, de connaître le contenu du résultat dans l'enveloppe. Après cette étape, nous l'écoutons maintenant en présence des parents. Les auteurs présumés, une fois déférés, sont directement reçus dans les tribunaux. Pour certains, c'est le tribunal pour enfants qui est saisi.
Cette juridiction pour mineurs a mission de trancher des litiges dans lesquels les enfants sont impliqués. Là, très souvent, des non-lieux sont prononcés. Souvent, comme vous le savez, l'officier de police judiciaire arrête les personnes et puis quand il traduit ces personnes devant les juridictions, il peut voir certains parmi eux libérés et ça les offusque. Et ça, je crois qu'il faut s'en tenir à la loi. Toutes les personnes qui sont déférées devant les magistrats, c'est des investigations qui doivent permettre de situer la responsabilité pénale. Lorsqu'il n'y a pas de charge suffisante contre un citoyen pour avoir commis une infraction, même s'il a été interpellé à la police ou à la gendarmerie, le magistrat a l'obligation de prononcer, lorsque c'est au niveau du juge d'instruction, un non-lieu contre la personne. C'est ce que la loi dit, on n'invente pas. C'est quand il y a maintenant des charges suffisantes contre la personne au niveau du juge d'instruction, ou lorsque cette personne, déjà le juge d'instruction a terminé son travail, le dossier est transmis au juge à l'audience, celui-ci, lors des débats, ne trouve pas de preuves contre la personne, il va ordonner la relaxe de la personne. Pour freiner les viols à Conakry et à l'intérieur du pays, beaucoup comptent encore sur le pouvoir dissuasif de la justice. Mais la responsabilité parentale dans la surveillance des enfants reste encore la meilleure protection. Sur le plan politique, l'impact des engagements et campagnes de sensibilisation tarde à se montrer sur le terrain. Le projet d'installation des cases de veille dans les communes n'a encore rien changé à la situation. À ce jour d'ailleurs, seule la commune de Ratoma a réussi à ouvrir sa case de veille. Ces cases sont conçues pour recevoir les témoignages des victimes de viol et donner l'assistance technique et psychologique nécessaire avant de traduire les auteurs de viol en justice. Alpha Essiagaba, merci pour ce grand format, c'est un dossier à suivre. Sport Foot, avant de refermer cette édition, nous ne sommes plus qu'à 2 jours du dénouement final de la Coupe d'Afrique des Nations de football. Ce soir, lors de la petite finale, le Nigeria a pris la 3e place de la compétition face à la Tunisie. Score final, 1-0. C'est la 7e fois de son histoire que le Nigeria remporte la médaille de bronze de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée où que vous soyez dans le monde. À demain.